Bonjour, aujourd'hui on va parler de la régression logistique. Euh, alors, contrairement à ce que son nom indique, la régression logistique c'est en fait un algorithme de classification. Alors, pour bien comprendre, quand on est sur du machine learning et de l'apprentissage supervisé, on a deux types d'algos. On a les algos qui vont faire de la régression et on a ceux qui vont faire de la classification. D'accord. Donc on avait déjà vu la régression linéaire et la régression polynomiale. Donc ça, c'est vraiment des algorithmes de régression. Ici, même si ça s'appelle régression logistique, on est quand même sur un algorithme de classification. On est sur le plus simple des algorithmes de classification. Et on va comprendre. Alors petit rappel, sur la régression linéaire, on avait par exemple ce genre de points. Donc ici, on a un nombre de mois, ici on a la valeur d'un indice. On affichait nos données constatées. Et l'objectif de notre régression linéaire était de trouver la droite qui collait le plus à ces points, avec toujours comme idée de pouvoir prédire dans le futur. Parce qu'une fois qu'on a défini une droite, qu'on connaît sa fonction, on est tout à fait capable de prédire n'importe quelle valeur de y en fonction de x. Voilà, ça c'est classique. Fonction affine, c'est assez simple. Parfois, malheureusement pour nous, on n'a pas toujours affaire à des problèmes linéaires. C'est-à-dire que nos données, elles n'ont pas une répartition linéaire, heureusement d'ailleurs, sinon le monde serait un petit peu ennuyeux. Donc on s'est rendu compte que dans certains cas, on avait des données qui ressemblaient plus à ça, donc il y a une courbe. Et la régression linéaire n'était pas du tout adaptée. Ok. Donc juste en analysant notre nuage de points, on se rend bien compte qu'on ne va pas pouvoir trouver une droite. On va devoir trouver une courbe. Et pour ça, on utilisait la régression polynomiale qui nous permettait d'obtenir cela. Donc une courbe qui collait à nos points. Et même chose, à partir du moment où on a notre courbe, qu'on a défini notre fonction, on est capable de déterminer n'importe quelle valeur de y en fonction de x. Voilà, ça c'est simple. On a la fonction, on l'applique, point, on a la valeur qui ressort. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que sur les régressions, y peut avoir une infinité de valeurs en fonction de x. D'accord. Et la valeur de y dépend fortement de x. Ça dépend même, enfin, c'est même complètement dépendant. Dans la régression logistique, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas une infinité de valeurs possibles pour y. Dans la régression logistique, on n'en a que deux. C'est un algorithme de classification qui ressort deux classes. Alors c'est 0, 1, oui, non, vrai, faux. Bref, on est sur du binaire. On n'a que deux possibilités de réponse. Donc l'objectif de la régression de logistique, c'est de savoir, en fonction de nos données, est-ce qu'ils sont dans le oui, est-ce qu'ils sont dans le non, est-ce qu'ils sont dans le 0 ou est-ce qu'ils sont dans le 1. Si on présentait ça sous forme de courbe, enfin de fonction, on aurait une fonction sigmoïde. Ici, on aurait le 0, ici, on aurait le 1. Donc, et la répartition de nos points, ça serait soit 0, soit 1. Ok. Avec toujours, comme le montre d'ailleurs cette fonction sigmoïde, une espèce de zone d'incertitude, parce que eux, on ne sait pas trop s'ils sont oui ou non. Mais on considère par principe que ici, on va de 0 à 1, donc tout ce qui est au-dessus de 0,5, c'est oui, tout ce qui est en dessous de 0,5, c'est non. Alors, c'est pas parfait, mais ça fonctionne quand même pas trop mal. Pour bien comprendre, on va visualiser un nuage de points. Ici, on est sur un dataset qui reprend en fait un fichier client qui indique donc leur âge, leur numéro de client, enfin plein de données. Là, j'en ai pris deux pour bien qu'on comprenne. En bas, on a l'âge. Ici, on a le salaire estimé. Là, on a la représentation, donc âge, salaire estimé. Et la couleur indique s'ils ont acheté ou pas un produit. Donc oui ou non. Est-ce qu'ils l'ont fait? Oui ou non. Donc les points jaunes, c'est oui. Les points violets, c'est non. Si je regarde bien mon nuage de points, effectivement, je ne vais jamais trouver une droite ou une courbe qui colle à mes points. C'est pas possible. La répartition est tellement bizarroïde que c'est pas possible. Par contre, instinctivement, quand je regarde ça, j'ai quand même nettement l'impression que mes points ils sont séparés en deux. J'ai une espèce de frontière là, comme ça, une droite, qui me dit tiens, si c'est dans cette zone-là, c'est non plutôt, et si c'est dans cette zone-là, c'est oui. Donc, je suis bien dans une classification binaire. D'un côté, j'ai non, d'un autre côté, j'ai oui. Et notre régression logistique elle va nous servir justement à déterminer cette ligne de séparation. Donc, dans les régressions linéaires et polynomiales, on cherchait à trouver une fonction qui colle à nos points. Ici, on va chercher ce qui sépare nos points.
ce qui les sépare. Quels sont les critères qui font qu'on est soit dans le oui, soit dans le non. Voilà un peu l'intuition. Et au final, visuellement, ça donne un peu ce genre de choses. Donc ici, on a notre ligne de séparation, on a notre côté non, notre côté oui, et pour vérifier, on a mis les points de constatation réels. Comme dans tous les algorithmes, c'est pas du 100%, c'est pas du parfait, c'est normal. On a des points verts dans le non et des points rouges dans le oui, mais c'est pas grave. On n'est pas, une machine n'est pas là pour faire du parfait. Alors comment on fait ça? Comment on l'implémente avec Python? Vous allez voir que c'est assez simple au final. On va apprendre nos librairies classiques, à savoir NumPy, Matplotlib, Panda. Donc NumPy, c'est tout ce qui est maths, tableau et autres. Matplotlib, c'est tout ce qui est graphique. Panda, c'est tout ce qui est fichier. Ici, on a l'ensemble des méthodes scikit-learn qu'on va importer. Donc souvenez-vous, scikit-learn, c'est la librairie qui contient quasiment tout ce qu'il faut pour faire du machine learning en Python. Et ici, j'ai mis quelques trucs en plus pour les graphiques, mais je ne vais pas vous l'expliquer parce que c'est pas le but. Au pire, vous reprendrez le code et vous essaierez de comprendre. Donc comme on est sur du machine learning, tout commence, enfin comme on est même sur de l'apprentissage machine, tout commence avec des données. Il nous faut des données. Donc comme données, on va importer notre dataset qui est une liste de clients. D'accord? Et on va regarder à quoi il ressemble. Donc ici, on importe le dataset. Ici, on va visualiser un peu les données mais sous forme de tableau. Qu'est-ce qu'on a dans notre dataset? Alors, on a beaucoup plus de lignes que ça, hein, je ne sais plus combien on a exactement, mais... Et alors, on a donc plusieurs variables, donc le user ID, le genre, est-ce que c'est un homme ou une femme, l'âge, le salaire estimé, et est-ce qu'ils ont acheté ou pas. Ok? Donc, c'est 0 s'ils n'ont pas acheté, et 1 s'ils ont acheté. Quand je regarde ce dataset, il y a plusieurs trucs qui me conviennent pas trop. Je vais m'expliquer. La première, c'est que la colonne user ID, honnêtement, je m'en fiche totalement. Parce que par définition, ça n'a aucun impact. C'est comme si votre numéro de client n'a pas d'impact sur le fait que vous achetiez ou non. C'est comme si je vous disais votre numéro de sécurité sociale a un impact sur le fait d'avoir un cancer ou pas. Voilà, c'est un non-sens total. Donc cette colonne, elle ne me sert à rien, je le sais déjà. Donc quoi qu'il arrive, je la supprimerai. Ok? Ici, j'ai ma colonne genre. Le problème que j'ai avec cette colonne, c'est que les variables sont catégoriques. Donc j'ai mâle ou femelle, enfin homme ou femme. Et dans les algorithmes, les données sous forme de texte, ils n'aiment pas trop, ils préfèrent du numérique. Donc je transformerai cette colonne quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on va avoir une méthode simple, il y a d'autres méthodes, notamment la création de demi-variables, mais on en parlera plus tard. Alors déjà, je vais regarder un peu comment se répartissent mes données. Donc je me crée un graphique, et je vois bien qu'effectivement, c'est du 0 ou du 1. Donc là, je suis parti sur le salaire estimé et le fait que j'ai commandé ou pas. Donc je me rends compte que j'ai bien une répartition 0 ou 1, mais j'arrive pas à déterminer de critères uniquement à partir du salaire estimé. C'est pas possible, parce que là j'en ai plein, là j'en ai plein aussi. Donc ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de trouver la meilleure façon, enfin les données qui sont pertinentes pour déterminer cette frontière dont je vous parlais tout à l'heure. Alors on va commencer déjà par virer la colonne user ID, parce que comme je vous l'ai dit, elle ne sert à rien. Donc pour ça, on va faire un drop, donc un dataset.drop sur user ID, donc on va supprimer cette colonne. On précise que l'axe c'est colonne, parce qu'on peut soit supprimer des colonnes, soit des lignes, là ça va être colonne. Et le paramètre inPlace permet, donc à true, permet en fait de remplacer notre variable dataset, parce que nos données sont stockées dans une variable dataset, par le résultat de la transformation. Si je mettais pas ça, si je mettais pas le inPlace, en gros, je serais obligé de mettre dataset égale dataset.drop machin. Là, en fait, je lui indique que le résultat de la transformation, je le stocke dans dataset. Ça vient remplacer ce qu'il y avait avant. Ok, c'est parti, j'exécute. Ici, on va revisualiser nos données pour voir que tout se passe bien, que notre colonne a été supprimée. On est content, c'est super. Maintenant, comme je vous l'ai dit, cette variable-là, elle m'ennuie parce qu'elle n'est pas linéaire, enfin, elle n'est pas numérique. Donc, je vais la transformer en numérique. Il y a plusieurs façons de faire. Ici, je vais faire une version très simple parce qu'on n'est pas sur un dataset compliqué. On verra d'autres cas où il faut mieux utiliser des demi-variables, ce genre de choses. Donc tout ce que je vais faire là, c'est que je vais remplacer dans ma colonne gender les valeurs mâles par 1 et les valeurs femelles par 2. Voilà, aussi simple que ça. Et j'exécute, je redemande à revoir mes données.
Et j'ai bien donc une colonne gender avec 1 et 2, j'ai plus de male ou female. C'est déjà pas mal. Donc là, j'ai un dataset qui est cohérent parce qu'il contient que des données numériques. Ce que je vais faire, c'est que on va faire une projection 3D rapidement. Pif. Voilà. Alors ici, c'est vraiment pour l'exemple, pour montrer, pour essayer de bien comprendre. Donc j'ai réparti mes données. Ici, j'ai le genre, donc homme, femme, l'âge, et donc homme, femme, âge et salaire estimé. Et je me rends compte, rien qu'en regardant ce graphique, que la répartition entre hommes et femmes, elle est quand même assez uniforme. C'est la première intuition que j'ai. Comme si le fait que ce soit des hommes ou des femmes n'est pas d'influence sur l'acte d'achat. Alors, ça m'indique un truc, ça m'indique qu'il faut quand même que je regarde quelles sont les variables qui sont pertinentes pour déterminer l'acte d'achat ou pas. Parce que parfois, on a des variables, on a des données qui ne nous servent à rien. Souvenez-vous, tout à l'heure, on avait l'identifiant client qui clairement ne nous sert à rien. Ici, dans un premier temps, on pourrait penser que le genre ait une influence sur l'acte d'achat. Et là, rien qu'en regardant ce petit graphique, j'ai l'intuition que non, ça n'en est pas forcément. Alors pour faire ça, on va vérifier, on va regarder un peu nos données et on va essayer de déterminer ce qui est pertinent. Allons-y. Alors, dans un premier temps, je vais créer juste une petite fonction qui calcule le nombre total d'achetés, pas achetés, enfin de purchase égale à 1, purchase égale à 0, et je sors un pourcentage où les gens n'ont pas acheté. Donc la répartition globale sur l'ensemble des données, j'ai environ 64% des gens qui n'ont pas acheté. Donc 64% qui n'achètent pas et 36% qui achètent. Et ça, je vais garder dans un coin de ma tête parce que ça va me permettre d'analyser la pertinence de mes variables. Je vais faire un autre graphique où là, je vais comparer donc l'achat au genre dans un premier temps. Et je me rends compte, quand je regarde le graphique, qu'en pourcentage, qu'on soit un homme ou une femme, le pourcentage est quasiment le même. Et surtout, il est quasiment égal à celui-ci, à mon pourcentage général. Donc j'ai vraiment une répartition identique dans le si je mélange les hommes et les femmes ou si je prends les hommes ou les femmes de façon indépendante. Et ça m'indique une chose très simple, ça m'indique que ma variable genre, elle n'a aucun impact ou très très peu d'impact, si peu qu'elle est négligeable et qu'il faut à la limite mieux ne pas l'intégrer dans notre algorithme. Et voilà, ça m'indique ça. Quand je vois ce genre de répartition qui est uniforme et qui correspond à mon pourcentage général, je me dis, cette variable-là, elle ne me sert à rien. Donc comme elle ne me sert à rien, je vais la virer. Donc même chose, je fais un drop sur le genre et je réaffiche mes données. Super. Donc là maintenant, il me reste deux variables indépendantes qui sont l'âge et le salaire. Et je vais vérifier aussi ça. Je vais vérifier si elles sont pertinentes ou pas. Donc je fais exactement le même graphique. La seule différence, c'est que là, à la place de gender, je mets âge. Et voyons voir ça. Là, j'ai une répartition qui est beaucoup plus, beaucoup moins uniforme que tout à l'heure. Parce que j'ai des âges apparemment où on n'achète pas, j'ai des âges où on achète un petit peu et j'ai des âges où on achète beaucoup. Donc je suis vraiment, j'ai une grande disparité dans la distribution. Ça montre quoi? Ça montre que en fait l'âge, là pour le coup, il a une influence sur le fait d'acheter ou pas. Parce que si je me base que sur eux, ben, j'ai l'impression que tout le monde achète. Si je me base que sur eux, j'ai l'impression que personne n'achète. Donc ça a un vrai impact. Donc c'est une variable qu'il est pertinent d'intégrer dans notre modèle. Donc celle-là, on la garde. Nickel. On fait la même chose avec le salaire. Tac. Allons-y. Et je me rends compte que même chose, ma répartition n'est pas du tout uniforme, qu'il y a de grosses disparités en fonction du salaire estimé. Donc même conclusion, le salaire a une influence clairement sur le fait d'acheter ou pas. Et c'est logique hein, quand on y pense. C'est vrai que quand on n'a pas beaucoup d'argent, on ne s'amuse pas à acheter des trucs. Bref, maintenant que j'ai ça, je sais quelles sont les variables que je garde, quelles sont les variables que je ne garde pas. Je vais créer donc ma matrice de variables indépendantes et ma variable dépendante. Donc, souvenez-vous,
l'index commence toujours à 0. Donc quand je mets ici index 0 et 1, ça veut dire que je prends la première et la deuxième colonne. Donc première, deuxième colonne. Et ici, donc je prends toutes les lignes, c'est ce que ça veut dire ça, de ces deux colonnes. Et ici, je prends toutes les lignes de la dernière colonne. Le moins 1, ça veut dire je vais jusqu'à la fin et je recule de 1. Donc je prends la dernière colonne. Ok. Maintenant, je visualise mes points. Oui, je vais peut-être valider ça avant. Je visualise mes points et je me retrouve avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire ma répartition de points exactement de la même manière. Pour vous expliquer, donc j'ai fait un skater, un PLT skater pour afficher un nuage de points, avec donc comme X ce qu'il y a dans ma colonne X0, donc ma colonne âge, en Y ce qui est dans ma colonne 2, donc c'est les salaires estimés, et ici je fais une différenciation je colorie mes points en fonction de Y, donc en fonction du fait qu'ils aient acheté ou pas. C'est une façon de différencier en fait. Ça évite de faire un nuage 3D. Ici on a vraiment une représentation qui est assez parlante et qui surtout qui nous permet d'appréhender, d'avoir l'intuition de cette frontière. Ok. Donc une fois que j'ai ça, je vais, comme d'habitude, je vais créer un jeu d'entraînement et je vais créer un jeu de test. Souvenez-vous, le jeu d'entraînement, c'est ce qu'on va donner à notre modèle pour qu'il s'entraîne. Il va analyser les données, essayer de trouver comment il sépare ça. Et le jeu de test, il va lui nous permettre de vérifier donc à partir de données que le modèle n'a pas eues, qu'il ne connaît pas, si ses prédictions sont cohérentes par rapport aux vraies données constatées. Alors hop, on utilise ça. Et là on va faire un truc qu'on n'avait pas encore fait, parce que c'est pas toujours utile, mais là pour le coup ça l'est. On va mettre à l'échelle nos données. Je m'explique. Sur mes variables indépendantes, j'ai des données donc, qui sont l'âge, qui est en dizaines, et ici j'ai une donnée salaire qui est en dizaines de milliers. Le problème, c'est qu'un algo, lui, va juste regarder la valeur absolue. Donc 140 000, ça a forcément plus d'importance, plus de poids que 40 ans. Or, c'est faux. En tout cas, dans notre façon de concevoir les choses, c'est faux. Ce qui nous amène à cette mise à l'échelle des données. Globalement, on va utiliser donc une méthode de scikit-learn, qui est standard scaler, qui permet de faire une mise à l'échelle. Je m'explique. On va prendre l'ensemble de nos âges dans notre dataset, on va prendre la médiane et on va répartir, on va retransformer nos valeurs entre moins 2 et 2. D'accord? Et on va faire la même chose sur les salaires. Ce qui fait que sur les salaires et sur les âges, enfin c'est l'inverse, sur les âges et sur les salaires, on aura des données qui sont dans le même ordre de grandeur, entre moins 2 et 2. Ok? Ça ne change rien dans l'absolu parce que le rapport entre elles sera toujours le même, mais c'est plus facile pour un algo d'appréhender ça. En tout cas, de trouver une logique à partir de données qui ont été mises à l'échelle entre elles. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette mise à l'échelle, elle dépend des données qu'on lui passe. Donc imaginons dans mon jeu d'entraînement, pour l'âge, j'ai des données qui vont, je sais pas moi, de 0 à 100, donc mon point 0, ça sera 50 par exemple, et dans mon jeu de test, je n'ai que des données qui vont de 20 à 60. Donc là, mon point 0, il sera plus à 40. Donc, si je n'applique pas la même mise à l'échelle à ces deux jeux de données, je me retrouve avec des choses dont l'échelle est différente et je ne peux plus les comparer. Donc ce qui est important, c'est dans un premier temps, on prend notre premier jeu, donc là ça va être Xtrain, et on va le mettre à l'échelle. Et on va utiliser une fonction qui est fitTransform. Ce que ça fait, c'est que ça va mettre à l'échelle nos données en fonction de ce qui est passé, donc en fonction de ça, et ça va sauvegarder cette échelle, cette mise à l'échelle, ces points 0 en fait, donc le point 0 ici, le point 0 ici, les médians, ça va les sauvegarder dans notre variable. Comme ça, quand dans mon xtest, je fais un scTransform et plus un scFitTransform, je fais juste un scTransform, il applique la mise à l'échelle qui a été définie ici. D'accord? Donc ça me permet d'avoir
la même mise à l'échelle. C'est-à-dire que le point 0 ne change pas entre l'un et l'autre. Si on ne le fait pas, on se retrouve avec une incohérence dans le modèle. J'espère que vous avez bien compris le principe. Donc je lance ma mise à l'échelle et je me retrouve donc avec des données qui ressemblent à ça. Donc ici c'est mes âges, alors je me retrouve avec du moins 0,8, hop, et tout en haut. Enfin voilà, je me retrouve avec des données qui sont sur une échelle qui est déjà petite. Donc c'est plus simple aussi de faire des calculs sur des chiffres petits que sur des chiffres qui sont grands. Donc on gagne en rapidité au niveau de la solution. Mais aussi, l'algorithme va mieux comprendre ça. Voilà. Et on supprime cette espèce de biais que pourrait avoir l'influence de la taille des nombres. Voilà. Ça aussi, il faut garder en tête. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais créer mon modèle. Donc, j'ai mes données qui sont prêtes. J'ai mis à l'échelle mes matrices xtrade, xtest. Donc, je suis content. Et je vais pouvoir maintenant créer mon modèle. Et comme on a avec scikit-learn, la création des modèles elle est super simple. Ici, je l'ai appelé classifier parce que c'est de la classification. Je précise que c'est de la régression logistique, donc logistic regression. Le random state, c'est pas obligatoire, mais on peut le mettre à 0. Et le solver ici, même s'il n'est pas obligatoire non plus, maintenant, si on ne le met pas, ça renvoie un message d'erreur. Donc, c'est le solver par défaut. Je ne rentre pas dans le détail de l'explication de quels sont ces paramètres pour la fonction logistic regression. Je vous laisse aller voir la doc de scikit-learn qui est très très bien faite. Donc une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai créé mon modèle, qui est un modèle de régression logistique, je vais entraîner mon modèle avec xtrade et ytrade. C'est parti. Donc là il s'est entraîné, super, magnifique. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire la même chose, je vais lui demander de faire des prédictions à partir de xtest. Donc mon ypred, c'est le résultat des prédictions sur mon xtest. Ok. Voilà. Et ce que je lui demande ensuite, c'est de vérifier ma cohérence. Donc, de vérifier le score xtest, ytest. Donc, je vous explique. Ici, je lui indique mon jeu de test. Il me fait des prédictions et il compare ces résultats à ytest, à mes vraies valeurs constatées que j'avais gardées en réserve. Et je me rends compte que j'ai un taux de fiabilité qui est de 0,89, en gros de 89%. Soyons généreux, arrondissons à 90. Ce qui pour un algorithme de classification est plutôt pas mal. 90% de taux de fiabilité, c'est quand même sympa. Donc ça, c'est une première façon de faire un scoring sur notre modèle, savoir si notre modèle il est bon ou pas. Il y a une autre façon de faire, c'est de faire une matrice de confusion. Alors, pour vous expliquer, une matrice de confusion, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va comparer nos y-tests, on va juste comparer les résultats. Donc y-test, les valeurs qu'on a mis de côté, avec nos ypred, les valeurs qu'on a prédites. Et on va créer une matrice de confusion. Je vous explique rapidement. Donc ça nous sort 4 chiffres, et globalement c'est réparti comme ça. Ici on est sur la ligne 0, la ligne 1, colonne 0, colonne 1. Donc, pour bien comprendre, ici on est sur le nombre de résultats qui était 0 et que le modèle a prédit 0. Ok, donc 65. Ici on est sur le nombre de résultats qui normalement était 1 et que le modèle a prédit 0. Donc on a 3 erreurs. Et là c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on est sur le nombre de résultats qui devait être 1 et que le modèle a prédit 0, donc 8. Et ici sur le nombre de résultats qui était 1 et que le modèle a prédit 1. Donc en gros, ces deux chiffres-là, ça nous donne le nombre de bonnes prédictions, et celle-ci, c'est le nombre de mauvaises prédictions. Ce qui nous permet de faire exactement la même chose et de faire un scoring. Donc là, on a 89, c'est compliqué, 89, et ici, ça nous fait quoi? Ça nous fait plus 11. Donc on a 89 bonnes réponses sur un total de 11 résultats. Donc on est bien à nos 89%. Donc notre matrice de confusion, elle nous sort le même score, mais elle a un autre avantage, c'est qu'elle peut nous indiquer où notre modèle est un peu plus faible.
C'est-à-dire, est-ce que il produit plus de faux positifs, de faux négatifs, enfin ce genre de choses. Donc c'est toujours intéressant. Et là, on a fini. C'est-à-dire que maintenant, on peut faire très facilement de nouvelles prédictions. Hop, on va en faire une tranquillement. Ici, si je fais une prédiction donc, sur quelqu'un qui a 15 ans, alors qu'il ne devrait pas, et qui gagne énormément d'argent, parce que quand même, il va acheter. Si maintenant je mets quelqu'un qui a, je sais pas, 35 ans, qui... Alors je suis à combien? J'étais à 1,5 million, je crois. Donc 35 ans qui gagne 15 000, il va pas acheter. Ok? Comme vous l'avez vu, avant de lui envoyer mes variables, je les repasse par mon SC transform. Ce qui est logique, hein. Parce que si je ne fais pas ça, je lui envoie 35 et 15 000. Et normalement, moi, il attend des chiffres entre moins 2 et 2. Donc, quoi qu'il arrive, je serai, en gros, si on se représente le nuage de points de tout à l'heure, si je ne changeais pas, si je ne les remettais pas à l'échelle, je serais toujours à droite, et très en haut par rapport à mon graphique. Donc, en gros, je serais toujours dans la zone oui. Pour bien comprendre, là, imaginons que je ne les transforme pas, je regarde ça, je refais ma prédiction, et là, normalement, il va me sortir un oui. Soyons clairs. Et effectivement, il me sort un oui. Alors qu'en fait, c'est non. Et simplement parce que comme je n'ai pas mis à l'échelle, le 35, il est très à droite, le 15 000, il est très en haut. Donc par rapport à notre répartition, on est forcément dans la zone oui. Et je pourrais faire ça avec, même ici, beaucoup moins, hein, parce que même 150, ça représenterait beaucoup. Je serais toujours dans la zone oui, parce que je ne suis pas à l'échelle. Donc toujours, quand on repasse des données pour la prédiction, on les remet à l'échelle, avec le sc.transform. Et là, on a des prédictions qui sont cohérentes, vu que les données qui lui sont envoyées sont passées à l'échelle. Alors, avant de clôturer cette vidéo, juste pour vous montrer, en fait, on va régénérer le graphique qu'on a déjà vu. Hein. Même chose, je vous explique pas, ouais, ça on s'en fiche. Je vous explique pas les détails hein, du code sur le graphique. Au pire, si vous avez besoin de générer ce genre de graphique, vous reprenez le code. Mais le principe, c'est que ça donne ça. C'est que visuellement, on a notre séparation qui est là. On a notre zone verte et notre zone rouge. Comme je vous le disais, ça attend des valeurs à peu près entre moins 2 et 2. À peu près, mais c'est à peu près ça. Donc tout à l'heure, si je ne mettais pas à l'échelle mes valeurs, 35 c'était quelque part en dehors de mon écran. D'accord? C'était quelque part là. Et 15 000 c'était même chose, c'était peut-être même sur la Lune. Donc on était forcément dans la zone verte, quoi qu'il arrive. Ok? Voilà, c'était une petite vidéo sur la mise en application de la régression logistique. Je vous mettrai en lien enfin, je vous mettrai dans la description des liens vers des informations un peu théoriques sur ce principe-là, sur les principes mathématiques qu'il y a derrière. Je vous mettrai aussi en lien le code source utilisé dans cet exemple et le dataset pour que vous puissiez reproduire ça. Et merci de m'avoir écouté. Et la prochaine vidéo, je vais parler d'arbre de décision, qui est un autre algorithme de classification, parce que là on va faire quasi que des algos de classification maintenant, en tout cas pour le machine learning. Donc on verra comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Vraiment, mon objectif dans ces vidéos, c'est pas forcément que vous soyez des bêtes en maths, c'est que vous compreniez comment on applique les algos et pourquoi on applique tel algo à la place d'un autre. Si déjà vous comprenez ça, après, votre curiosité vous poussera, quoi qu'il arrive, à avoir la théorie sur les maths. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.